En Afrique, on dit, quand tu épouses une personne, tu épouses toute sa famille. Fin de citation. Ça veut dire que tu dois aimer ta belle famille, t'entendre avec elle, la pouponner, la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. En théorie, c'est bien. Mais dans la pratique, c'est pas toujours évident quand on sait qu'il y a belle famille et il y a belle famille. Alors aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va parler de la gestion de la belle famille. C'est dans votre talk show préféré. Asseyez-vous très bien, ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mes chéris. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Ça va super, comme un chat. Tu vas bien, la forme? Oui, ça va. Je me tiens petit à petit. Bon, alors aujourd'hui les filles, on parle de la belle famille, surtout de la gestion des rapports avec sa belle famille. Pour certaines personnes, ça se passe très très bien. Oui. On se marie, c'est la superbe entente, on dirait qu'on s'est connus toute sa vie et que finalement on est rentré dans une famille qui nous accueille et vice-versa. Mais il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué. Oui, effectivement, surtout en Afrique, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'en Afrique, c'est plus compliqué qu'en Europe. Je ne sais pas forcément parce que moi, j'ai un côté en Occident. J'ai ma belle famille, enfin, du côté de ma sœur qui a épousé un Français et tout. Là-bas, même la maman, on la vous voit, quoi. Elle vous voit, ma sœur. Comment ça va? Qu'elle dit, vous allez bien? Pardon, Fonta, vous allez bien? Et tout. C'est-à-dire que c'est cordial, mais en même temps, tu vois, il y a de la distance. Il y a de la distance. Du coup, tu ne peux pas dire à quelqu'un, va laver mon assiette. Oui. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, va faire ci. Quand je vous vois, là, ça va. Ils sont pas aussi familiers. Voilà, tu vois. Mais ici, là, et là-bas, tu ne peux pas aller chez ma sœur sans appeler. C'est tout à fait normal. Écoute, j'ai rendez-vous. Mais ici, tu dis débarque. J'aime bien quand même ce côté chaleureux. On est de la même famille, on n'a pas besoin de se vous voyer, on est ensemble. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une question de culture. C'est ça aussi qui fait que ça déborde et puis on devient trop familier. C'est ça, exactement. Et on ne se respecte plus. En fait, je pense que tu as raison sur le côté familial qu'on a et familier en Afrique qui est quand même agréable, pas se mentir. Il y a des avantages à ça. Maintenant, moi, j'avoue que je pense que c'est bien d'emprunter aussi certaines choses à d'autres cultures. Le côté aussi, effectivement, j'ai des rendez-vous, je ne suis pas disponible, donc comprends et respecte. Ouais. Moi, personnellement, mais oui, en fait, moi, je pense que c'est ce qui est normal. Parce que même ta propre sœur, même père, même mère, quand elle doit venir chez toi, elle t'appelle. Ça, c'est normal. Enfin, ça devrait être comme ça, même si c'est pas forcément. Bon, moi, je pense que chez nous, c'est normal. Exactement. Mais imagine encore une autre famille qui doit t'appeler. Mais non, on dit c'est la maison de mon fils. Oui, toi, tu as dit quoi ici? Surtout qu'il y a des cas où, par exemple, peut-être que, surtout quand on a des familles traditionnelles où tu connaissais pas forcément le mari et le futur mari ou la future épouse avant, parce qu'on attend vraiment la dernière minute avant de dire qu'on était ensemble. Et après, il y a le mariage tout de suite. Et du jour au lendemain, c'est genre, la personne est dans ta maison. Et tu vois, c'est qu'il fallait d'abord à vous connaître. Il faut que ça soit organique, en fait. Comme ça ne te donne pas forcément le temps. Eux, c'est pas leur problème. Non. Et j'ai l'impression que ça se passe plus chez les belles-mères, les mamans qui ont des garçons. C'est elles qui sont plus casse-pieds que les mamans qui ont des filles. Ah non, c'est ce que je pense, en fait. C'est une complètement différente expérience. Je vous en dirai plus, mais moi, j'ai adoré ma Oui, belle-mère. alors après, personnellement, moi, par exemple, j'ai une très bonne relation avec ma belle-mère. On a toutes des bonnes relations, mais je parle de ce qui se voit généralement. Oui, c'est vrai qu'on voit des cas, on entend des cas extrêmes. Des hommes, ceux qui ont des garçons, là. C'est ça. Ouais. Peut-être les mamans très poules, très envahissantes, qui, pour le coup, après transfèrent ça quand elles ont une belle fille, elles lui font la misère. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit en Afrique? Il faut épouser un orphelin de père et de mère. Oh, ça! C'est ce qu'on dit, hein, mon cher. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est ce qu'on dit. C'est vrai qu'en réalité, elles sont tellement mauvaises presse, les belles-mères, surtout les belles-mères. Les belles-mères ont vraiment surtout mauvaise presse. Les belles-mères. Les beaux-pères n'ont pas de problème avec quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'en général... Les papas aussi. Bon, et justement, c'est bien que tu en aies parlé parce que la question micro-trottoir aujourd'hui, c'était votre maison est-elle ouverte à toutes les heures de la journée et du soir à votre belle famille? On va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Ça dépendra de la belle famille aussi. Hein. Parce qu'il y a des belles-mères qui viennent s'intégrer dans la famille. C'est-à-dire que tu viens voir tout ce qui se passe dans la famille. Et quand c'est comme ça, souvent ça brise la famille. Ça peut créer un petit problème dans ma famille. Donc si ma belle-mère est vraiment gentille envers moi, pas de problème, elle peut venir faire des mois même chez moi. Mais si c'est pour venir voir de quoi je vis, qu'est-ce que je fais pour nourrir ma famille, puis après maintenant, vraiment, il a posté son argent chez elle là-bas. Bien sûr, parce que les beaux-parents, c'est comme
toi-même tes parents. Les beaux-parents représentent toi, tes parents. Normalement, les beaux-parents, c'est comme ta maman et ton père. Donc, s'il veut venir chez toi, tu laisses la porte grandement ouverte pour que les beaux-parents viennent. Si tu as accepté les fils, il faut accepter tes beaux-parents chez toi. Si c'est ouvert, mais ça dépend. Si c'est garçon, là, c'est bon. Mais si c'est femme aussi, tu sais qu'aujourd'hui, de nos jours là, les filles d'aujourd'hui là, c'est pas facile. Hein. Tu vois toi-même là, qui rentre sans taper, c'est chez toi. Tu peux rentrer sans taper. Il y a des positions, tu vas voir, vraiment, on ne sait pas. Donc vraiment, moi, si c'est pas moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est garçon, voilà, sans problème. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas laisser la porte grandement ouverte à mes belles familles. Parce que ce n'est pas normal. Elle peut venir faire des mois pour retourner, mais laisser venir n'importe comment, quand elle veut, c'est pas normal. Moi, ça ne m'arrange pas. Je ne peux pas le faire. Maman, elle peut accueillir ma belle famille, elle est bon cœur. S'ils sont cool, s'il n'y a pas de problème, ça va. Ça va. Ma belle famille, c'est ma belle famille. Donc s'ils viennent chez moi, ils sont la bienvenue. Mais maman, en esprit, eux aussi la tête chauffe là. S'ils viennent chez moi, là, c'est ça. Hein. Mais moi-même, la rate, il y a des piles dans ma tête. Une fois que l'eau touche là, ça fait prrrr. On va pas s'attendre. C'est un moment quoi, maman. Donc là, c'est un way tranquille, cool. Dis-moi, c'est ma tête là. Il y a deux filles. Il y a deux filles qui se connectent. Mais la deuxième qui a parlé là, tu sens que c'est une belle-mère. Mais Il faut laisser la porte grande ouverte. Grande ouverte. C'est une belle-mère et elle estime que Oui. à partir du moment où il y a mariage, là, c'est fini. Tu as accepté son fils, donc tu acceptes le acceptes même moment. Non, mais les graves. Moi, je moi, je pense j'adore que le dernier, au fait. Le Si dernier, ça passe, c'est si le bon. courant passe, vous êtes... Moi, je suis du genre porte ouverte aussi. Oui, si parce ça que- passe, vous venez quand vous voulez, comme vous voulez, on est ensemble. Si on n'a rien à se dire, on ne se côtoie pas, tu m'appelles... Parce que moi, je pense qu'après, il n'y a pas vraiment de beau enfant qui a envie de ne pas s'entendre avec sa belle famille. Voilà. Tout le monde a envie de s'entendre. L'intention est là. Mais après, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les parents t'ont aimé au début? Est-ce qu'ils ont trouvé que tu étais une personne de bonne moralité? C'est tout ça qui fait que souvent les parents... Et puis il y a le côté aussi contrôle. Tu vois, les personnes qui vont rentrer, ça c'est encore une fois, sans Ouais. vouloir faire dans les clichés, plutôt les femmes, qui vont rentrer, voir comment est-ce que ça se passe dans la maison, détailler, Tu nourris pas mon disséquer. fils, Pourquoi tu il fais a ci, pourquoi tu maigri, fais ça. hein, Comme ou bien- ça, oui. Et ça, franchement, c'est pas agréable, honnêtement. Ou bien, genre, tu bouffes l'argent de mon fils. C'est Oui, ça. ouais, C'est-à-dire que quand ouais, tu ça, brilles un peu net là, elles vont se dire, ouh, c'est mon fils qui l'entretient. Et même si c'est des commentaires comme ça. Oui. Eh ben, C'est dis donc, déplacé, au fait. Ouais. Tu vis la belle vie, hein. Tu vis la belle vie, hein, ça va chez Mais vous. j'adore ça. Ouh, ouais. Oh non, vous vivez bien. Non, mais c'est ça. En fait, c'est délicat. C'est pour ça que ouverte là, moi je pense que c'est Demi-ouvert, mais il y a le crochet. On ouvre, on regarde. Allez, on va en parler avec nos invités aujourd'hui. On aura notre coach Blanche Bossouma, qui est coach matrimonial. Elle va nous rejoindre maintenant. Elle sera accompagnée de Dietrich Assa, épouse Kofi, qui est assistante administrative et qui va nous parler d'un témoignage de belle famille. Bonjour les filles. Bonjour Anan, bonjour Kadi, bonjour Afou. Bonne arrivée. Ça va très bien. Blanche qui nous revisite. Et Dietrich. Exactement. Vous allez parler plutôt de votre expérience avec votre belle famille, dans tous les détails, j'espère en tout cas. Alors peut-être pour commencer, pourquoi est-ce qu'on... C'est un thème, hein, on en parle aujourd'hui, mais pourquoi même c'est un sujet, en fait, la gestion avec la belle famille? Est-ce que c'est parce que de base, on estime que deux familles qui viennent ensemble, c'est pas naturel que ça s'entende? Deux familles qui se retrouvent, c'est naturel. Parce que quand on rencontre un homme, il vient naturellement d'une famille. Donc, on n'est pas dans un désert où on se retrouve et on vit ensemble que deux. Oui. On épouse une famille, comme on a tendance à le dire en Afrique. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité. Il est important de le savoir parce que parfois, lorsque cette transition ou bien cet accrochage est mal ficelé, ça peut créer des tensions dans la maison et l'homme peut penser à croire que la femme n'aime pas son mari ou vice-versa, n'aime pas ses parents. Donc, ce sont des sujets qu'il faut vraiment clarifier lorsqu'on rentre dans la vie de couple. D'accord. Alors, Dietrich, je sais que vous n'avez pas de problème avec votre belle famille en particulier, mais l'une des choses peut-être qui aurait pu créer un problème, c'est le fait que votre mari est très proche de sa famille. Oui, justement. En fait, auparavant, je me disais, on quitte sa famille pour s'attacher à sa femme. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, j'ai rencontré mon homme, je l'aime tellement bien, donc je veux passer assez de temps avec lui. Puisque bon, on sait que maintenant, on travaille du lundi au vendredi, on est ça. tout le temps parti, on n'a pas le temps. Donc le week-end,
on s'est dit, bon, on va rester en famille, on va essayer de foyer, faire pas le mal couple. d'activités, voilà. Et là, tu te rends compte que ton homme qui était censé plutôt rester peut-être à la maison avec vous, il est tout en partie, soit c'est au village en famille ou à Abidjan dans la petite famille. Donc, par moment, je me trouvais un peu lésée. Je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Sinon, avec la belle famille, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est l'entente parfaite. D'accord. Voilà, mais c'était juste pour trouver le milieu, pour pouvoir concilier, voilà. Parce que quand lui partait, vous n'y allez pas forcément avec lui. Oh, c'est pas tout le temps, voilà. Parce que bon, il y a les charges aussi à la maison. Oui. Voilà, donc je ne peux pas être tout le temps avec lui dans toutes ses sorties. C'est ça. Voilà. Donc c'est du genre, quand il vient du travail, il va passer à la maison de maman d'abord? Oui, souvent, quand il vient du boulot, il fait un tour en famille à Abidjan. Oui. Et les week-ends, il est tout le temps parti. Surtout que le village n'est pas trop loin d'Abidjan. Donc, du coup, tout le temps, il est parti. Je me dis, mais attends, mais oui, je vais aller rendre visite un peu à la famille, tout et tout. Au départ, c'était un peu difficile au moment de le cerner. Mais après, je me suis dit, il vient d'une famille. Et très proche, peut-être. Très proche, justement. Parce que le lien, depuis tout petit, bon, moi, je l'ai, ça fait maintenant quelques années. Oui. Oh, lui, depuis toutes ces années, il est avec sa famille. Oui. Donc, présentement, le fait de se défaire, c'est un peu difficile. Mais je me dis, avec le temps, c'est à moi de le comprendre et puis, bon, d'essayer de trouver le juste milieu. Mais est-ce que la belle famille ne peut pas maintenant vous aider, vu que vous vous entendez aussi bien avec eux, pour que peut-être eux, ils disent, bon, mais reste un peu avec ta femme le week-end prochain, on t'a assez vu. Est-ce qu'il n'y a pas cette manière-là qui peuvent conseiller leur fils pour qu'ils puissent au moins vous mettre aussi comme une priorité? Comme une priorité? Bon, je me dis, les raisons qu'ils me donnent souvent, ce sont des réunions de famille, tout et tout, dont on ne peut pas s'immiscer. Voilà, parce que bon, au cours des réunions de famille, c'est pas qu'est-ce que c'est dit exactement. Peut-être c'est pour prendre des grandes décisions. Donc tu peux pas là dire à ton homme non, n'y va pas. Ou bien tu peux pas dire la belle famille si la réunion doit avoir lieu et qu'on doit prendre des décisions vraiment qui sont vraiment très très importantes. On ne peut pas dire non, il faut rester à la maison. Justement, donc du coup, sa présence serait nécessaire. Alors, en famille. Alors, justement, pour réagir à ce que Dietrich vient d'évoquer, la question de l'attachement, on va dire, du conjoint, que ce soit la femme ou l'homme, avec sa famille, qui est toujours très proche et du coup qui passe beaucoup de temps avec sa famille. Est-ce que c'est un problème vraiment? Ou est-ce que c'est compréhensible? Ou est-ce qu'il faut en parler avec son... C'est un problème du moment où, lorsque l'homme décide de se mettre avec une femme, il crée un nouveau système familial. Parce que la famille est un système. Papa, maman, enfant. Et lorsqu'on grandit, on est dans un système. Mais à partir d'un certain moment, on décide d'être ensemble. On crée un nouveau système. Et lorsque la personne sait qu'elle a son système à elle, c'est-à-dire avec sa femme et ses enfants, mais elle n'arrive pas à pouvoir créer son système, mais elle est toujours dans le système de papa, maman, enfant, ça peut créer des problèmes dans le cadre de la gestion de l'éducation des enfants. Parce que lui, il est toujours dans une posture de « je suis l'enfant de ». Je vais voir ma maman, je vais voir mon papa. Donc, les week-ends, il est tout le temps parti. Ou même pendant les moments de joie, de fête. Du coup, l'autre côté où il devrait jouer, créer son système à lui, il est carrément étranger. Et finalement, il perd son autorité dans sa famille puisqu'il n'a pas l'opportunité. Mais j'ai envie de dire, même avant l'arrivée d'un enfant, il y a aussi le temps du couple. C'est ça, la complicité n'y est plus. Parce que si vous ne passez plus les week-ends ensemble, d'autant plus que nous sommes dans un système où on part toujours au travail en semaine. Donc, il n'y aura plus de moments d'intimité ni de complicité. Et c'est plutôt des sujets de la famille qui vont revenir dans votre sujet de conversation. Je suis allée au village ou bien je suis allée voir maman, voilà ce qui s'est passé. Et la femme qui est dans le cadre de la femme, qui reçoit toujours les informations, sera obligée de donner son point de vue, qui ne sera pas forcément intéressant, ou soit du moment où elle sait qu'elle est seule. Elle est tout le temps seule, elle ne va pas avoir un regard aussi affectif, parce qu'elle se sent là biaisée, lésée dans ce rapport-là. Alors ça, c'est le cas de figure où le monsieur ou le conjoint est, par exemple, attaché à sa famille. Mais prenons le cas où il n'est pas forcément attaché, que c'est la famille qui est envahissante. Ça, c'est ce qu'on remarque généralement. Alors, est-ce que vous pensez que ça commence par à la base, c'est-à-dire que quand on n'a pas aimé le conjoint que son enfant a pris, c'est pour ça qu'on est envahissant, ou bien juste comme ça, il y a juste envahissant parce qu'on aime ça? Il y a des familles qui sont très soudées. Et lorsqu'il y a eu vraiment des moments de convivialité, ils ont beaucoup de moments de complicité, ils ont eu à partager des moments festifs tout le temps ensemble, ils n'arrivent pas à accepter que peut-être durant une période de fête ou bien un jour de fête, chacun reste chez lui à la maison. Donc, c'est plutôt éducatif. S'il y a eu une harmonie dans la famille, on voit ses frères, on se taquine, papa est toujours présent, on joue autour de lui. Lorsqu'on se marie et qu'on est seul, un réveillon de Noël avec madame manger, on se sent triste. Et la famille aussi a l'impression que
ouais, la maison n'est pas aussi remplie que d'habitude. Donc, ils se sentent parfois obligés même de venir vous trouver là où vous êtes. Ou soit l'homme se sent obligé de dire, madame, allons fêter avec la famille. Et c'est ça qui crée le côté envahissant. Ça, ce sont les événements. Bon, je pense que ce soit la fête, que ce soit les fêtes religieuses, que ce soit musulmanes ou chrétiennes. Bon, effectivement, on l'imagine avec la grande famille. Mais quand c'est tous les samedis, tous les dimanches, tous les soirs, tous les week-ends, mais vraiment, c'est autre chose. Oui, il y a ce genre de familles. La plupart du temps, ce sont les familles, de grandes familles, où ils ont vécu dans des grandes maisons, où il y avait les cousins, les frères et sœurs. Donc, tout le monde a grandi dans une atmosphère vraiment conviviale, avec du monde autour de soi. Du coup, lorsque la personne rentre chez lui à la maison, il a l'impression que sa maison est triste. Donc, il a envie de se retrouver toujours dans cette atmosphère de joie, vraiment de chaleur, et vice-versa. Donc, la famille également, quand elle ne voit pas leur enfant venir les voir et puis ils sentent plus cette harmonie, ils se sentent obligés de venir les trouver à la maison. Et comme il y a un lien fraternel qui s'est créé depuis la base, ils ne trouvent pas dérangeant de venir. Il y a des cultures en Afrique même où quand tu viens, tu ne demandes pas de permission. Mon frère, c'est chez moi. Et même quand la personne arrive, même, il exige d'être traité comme le chef de famille. Et c'est culturel. Et pour la femme, c'est vraiment une posture très délicate parce que non seulement elle ne doit pas être en conflit avec le beau, mais en même temps, elle ne doit pas le laisser prendre toute son aise au point où peut-être demain, il se sent à l'aise de dire « divorce ta femme parce qu'elle ne s'occupe pas bien de moi ». Or, en dehors du fait qu'on te reçoit, il y a bien d'autres choses qui lient le couple. Mais après, on sait que il y a plusieurs membres de cette belle famille-là. Il y a les frères, il y a les sœurs, il y a le beau-père. Mais ici, en Afrique, c'est plutôt les belles mamans qui ont cette mauvaise presse-là, surtout en termes de comment elles traitent leurs belles-filles, souvent leurs beaux-fils, mais la plupart du temps, c'est les belles mamans envers leurs belles-filles. Qu'est-ce qui crée ce clash-là ou bien cette tension continue entre les belles mamans et les belles-filles? La plupart du temps, les enfants ne grandissent pas aux yeux des parents. Les enfants ne grandissent jamais. C'est-à-dire que tu es 70 ans, quand tu regardes ta mère qui a 90 ans, elle va dire mon fils. Et du coup, lorsque l'enfant est en couple, elle s'imagine déjà comment il est traité. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Et dans ce souci de materner son fils, elle se dit toujours que la femme qu'il a épousée ne sera pas à la hauteur de la manière dont elle a traité son fils. Ce qui fait que même si elle est mariée, elle également, la manière dont elle a traité son fils, c'est-à-dire elle lui a donné le petit déjeuner, elle a été à ses petits soins en ce qui concerne ses tenues, même dans ses études. Elle se dit, est-ce qu'une femme aura la capacité de suivre son fils de la même manière? Et ça crée une certaine frustration. Parce que tu vois ton fils partir et tu perds ton rôle de mère. Et là, ce n'est pas tout le monde qui accepte de perdre ce rôle-là. On a toujours envie de savoir si notre enfant est vraiment mange bien, dort bien, est heureux. Et c'est ce qui fait que les belles-mères sont parfois envahissantes. Mais pourquoi elles font ça avec leurs garçons et puis elles font pas ça avec leurs filles? Elles le font avec les garçons parce que, en général, l'homme, quand il part, il a un rôle de chef de famille. Or, aux yeux de la mère, psychologiquement, il n'est pas un chef, c'est un fils. Donc, elle se dit que est-ce qu'il a la capacité de pouvoir gérer sa famille et même est-ce que la femme a la capacité de pouvoir traiter son fils de l'appuyer comme il le mérite. Donc, à tous les coups, elle sent qu'il y a quelque chose à compléter, il y a quelque chose à rajouter pour qu'il y ait une certaine harmonie. Puis il y a peut-être aussi une concurrence qui s'installe entre la belle-fille et la belle-mère. Alors, on a parlé de la belle-mère avec Blanche Bossouma et je sais que vous avez un rapport relativement, une entente parfaite avec votre belle-famille, mais votre belle-mère, ça s'est toujours très bien passé. Racontez-nous un peu votre relation. Oui, ça s'est très bien passé. Elle, je pense que je l'ai connue 1 an et demi et puis après, elle est décédée. Ah, d'accord. Son âme, voilà. Donc, mais durant tout le temps que je partais là-bas, on a eu toujours de bons rapports. Elle n'a jamais été... elle ne s'est pas sentie, comment dire, en concurrence avec vous ou, Non. D'accord. Est-ce qu'elle était d'accord? J'ai eu cette chance. Ouais, c'est ça. Voilà, elle était cette grâce plutôt. Elle était d'accord quand que vous épousez son fils? Oui. Au début? Oui. Ouais, généralement, c'est comme ça. Oui, c'est le point de elle départ. était d'accord parce que après, ça c'est... Le jour même qu'elle devait partir, elle devait rendre l'âme, il y avait un tout petit message qu'elle avait laissé à mon endroit. Et après, j'ai senti vraiment qu'elle avait approuvé la relation. Ouais. Parce que le message qu'elle a donné, qu'on m'a rendu après, si vraiment elle n'était pas d'accord... Mais elle aurait peut-être dit... Ouais. Voilà. Ouais. Comme quoi, il y a des... Ça m'a donné la confirmation que vraiment elle approuvait la relation avec son fils. Surtout que il est le seul garçon et le dernier. Ah, justement, vraiment, comme vous dites, c'est une grâce, finalement. Oui, exactement. Et c'est un contre-exemple, c'est bien, parce qu'on a beaucoup cette idée que les belles mamans forcément les conflits...
Et donc, je revenais sur le point même de Kadi autour du départ, si elles approuvent. Et je pense que souvent, quand il y a des différences culturelles, donc des différentes ethnies, des différences autour de la religion, chrétiens, musulmans, souvent, ça crée déjà, il y a cette séparation-là qui est déjà là et ça fait que déjà les mamans n'approuvent pas. Mais bon, c'est pas tout le temps le cas. Moi, ma belle-mère est sénégalaise, mais vraiment, on n'a pas eu... L'entente était bien. Trop. Ouais. C'est ça, en fait. Donc, est-ce que tu penses que déjà, ces différentes séparations culturelles ou bien religieuses peuvent déjà plus même aggraver la situation? Oui, surtout dans le domaine de la religion. Si l'homme a choisi une femme qui est d'une religion contradictoire à la famille, à celui de la famille dont il vient, ce sont les sujets qui vont à la base créer des disputes dans le foyer. Parce que quand il va présenter même son époux, même quand il va parler d'elle, va dire « Ah, j'allais chercher une autre femme d'une autre culture. » À la base, déjà, la femme n'a pas bonne presse. Vice-versa, l'homme également. Donc, c'est des moments de discute, vraiment de conciliation qui vont amener peut-être un parent à accepter que le fils envoie une femme d'une autre religion, mais d'une autre culture. Sinon, c'est des situations qui créent même des séparations et le mariage n'aboutit pas parce que les parents s'imposent. Ils trouvent que c'est une femme qui va venir apporter d'autres valeurs, d'autres cultures, d'autres éducations contraires à la leur. Et ça peut poser de graves problèmes. Mais du coup, moi, j'ai envie de vous poser la même question qu'on a posée dans le micro-trottoir. Est-ce que vous pensez que la porte doit être ouverte à tout moment, la belle famille? Lorsqu'on se marie, on doit avoir des valeurs et créer un mur protecteur. Monsieur, madame, en coaching, on appelle ça le blason. On doit faire un blason. C'est-à-dire, dans ma maison, voilà comment je veux que les choses se passent. L'homme propose ce qu'il veut, la femme propose ce qu'elle veut. Et il faut toujours créer un mur protecteur. C'est vrai qu'on dit qu'il faut ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, par exemple, chaque couple a ses réalités financières. Chaque couple a ses réalités en termes de gestion du ménage, gestion de la nourriture. Imaginez, vous ouvrez la porte à tout le monde. Or, chez vous, votre mari fait le ménage. Et que peut-être... Et vous avez institué, le monsieur a accepté. Oui. Et chez lui, à la maison, sa maman l'a éduqué comme un petit garçon. Elle vient à la maison comme elle veut, la maman. Elle voit son fils en train de balayer. Je vous assure que dans les... Ça devient un problème. C'est un scandale. On t'a passé. Donc, en général, c'est préférable de donner peut-être l'opportunité qu'on nous rende visite, mais tout en informant à tous les invités qui viendront les différentes manières de vivre à la maison. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est vrai, hein. Je suis d'accord, mais c'est plus facile à dire que ça, c'est en théorie. On parle du poids culturel qui est là, du fait que bon, les adultes, à partir du moment où ils ont des parents, ils leur doivent quand même un certain respect, et ces parents-là les voient toujours comme plus jeunes et donc redevables finalement. Alors comment est-ce qu'on fait pour le faire de manière respectueuse, mais tout en s'imposant et en disant, écoute, c'est ma maison. Du coup, il y a un certain nombre de règles, sans vouloir manquer de respect à sa belle-mère ou à son beau-père. Raison pour laquelle j'ai dit il faut ouvrir la porte, mais informer. Je prends un exemple pratique. Je vois à la maison, vous avez des heures précises de manger. Et la belle-mère décide de venir passer des vacances ou bien des moments chez vous. Lorsqu'elle appelle, il faut forcément imposer ce protocole-là. Il ne faut pas venir, il ne faut pas débarquer. Tu peux même venir ne pas trouver le couple à la maison. C'est ça. Et quand elle informe qu'elle veut venir, déjà, monsieur et madame, vous devez vous entendre pour créer une certaine synchronicité pour juste la période. Pour dire, OK, maman arrive, même si on ne préparait pas à midi, on va préparer juste à midi pour la maintenir. Mais quand elle vient, c'est un programme bien spécifique pour elle. Et elle peut être dans votre atmosphère, mais sans savoir que vous n'avez pas vraiment cette manière de vivre là. C'est stratégique. Et si elle est là pour 2 ans? C'est ça, c'est Et si elle est là pour 2 ans? Ce qu'on fait, ça veut dire qu'on crée un nouvel écosystème juste pour elle. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui sacrifions notre équilibre. Juste pour ça. Parce que c'est un système. Et dans ce système-là, vous avez votre manière de vivre. Et quand un noyau étranger doit venir, il faut lui créer de la place. Pour lui créer de la place, c'est pas forcément lui donner un lit, mais il faudra que dans l'harmonie, la personne puisse se sentir vraiment en joie et se sentir aimée. Donc, même pour 2 ans. Pour 2 ans, c'est pas conseillé. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire des années. Justement, c'était ça, moi, mon inquiétude. Donc, moi, j'ai, disons, vécu avec ma belle-mère pendant 3-4 mois, après avoir couché en plus, ce qui est une période très vulnérable. Et donc, au début, je me faisais plein de films. Est-ce que j'allais devoir, disons, changer ma manière d'être avec mon mari, parce qu'on n'était que nous deux. Et maintenant, on a elle qui vient. Et après, ma belle-mère, elle est très maternelle, comme tu dis. Elle est celle qui va te préparer le petit déjeuner, goûter et dîner. Moi,
c'est pas mon cas, je dis, est-ce que je vais devoir faker de jambes, faire semblant pendant 4 mois d'être cette ménagère-là. personne-là? En temps, c'est pas naturel pour moi. Et donc, c'était ça le souci. Mais après, le retour, il revient au galop après une semaine. Tu vois, oui, faire bien semblant sûr, trop la longtemps. nature revient. Donc, c'est ça le problème. Est-ce que quand tu finis de créer cette harmonie parfaite pour une semaine, 2 semaines, et puis après, tu es fatigué, et puis elle est encore là, tu fais quoi? Et quand les parents viennent, il ne faut pas avoir honte de dire à sa belle-mère que nous avons telle réalité, ou soit pour essayer de calculer les délais de présence. Parce qu'une belle-mère trop présente dans un foyer, c'est sûr qu'elle va voir les failles de part et d'autre. Et son point de vue ne sera pas forcément utile pour vous. Non. Ça ne sera pas vraiment utile pour vous. Et même si on aime sa mère ou on la respecte, arrivé à un stade, nous sommes parents, nous sommes couple. Et elle est étrangère à ce couple-là. Donc, cette posture étrangère ne doit pas venir détruire votre écosystème. Donc, quitte à la faire asseoir, et il y a une stratégie, il ne faut jamais aller de façon interposée. C'est-à-dire, si c'est ta belle-mère, laisse ton mari aller lui dire à sa mère clairement, maman, je veux, voilà comment on fonctionne ici. C'est au Il ne faut jamais le faire. directement. Parce que en termes de relations humaines, les parents tolèrent les erreurs de leurs enfants, mais pas les erreurs de leurs beaux-enfants. Elle a eu le temps de grandir avec son enfant. Il y a le lien affectif que vous le veuillez ou non, vous ne pouvez pas remplacer. Donc, il ne faut jamais, je dis bien jamais, aller s'interposer ou bien le faire personnellement en voulant bien faire. Vous allez détruire votre estime. D'accord. Donc, il faut toujours laisser... C'est-à-dire, si vous avez un point de vue, dites-le à votre épouse. Si c'est avec sa mère... Elle va le faire. Elle va le faire. Et il y a un autre conseil qu'il faut dire. Vraiment, il ne faut jamais dénigrer. Je dis bien jamais dénigrer un beau-parent auprès de son mari. Parce que, en dehors du fait que le monsieur t'aime, il a grandi dans une famille, il a ses liens avec la personne. Demain, je prends en griffe, vous pouvez avoir des disputes, il va te chasser. Et derrière tout ce qui a été dit, peut-être dans vos moments de colère, il peut venir dire, mais quand on était ensemble, voilà ce qu'elle m'a dit un jour de toi, je comprends pourquoi, c'était une mauvaise femme. Peut-être en voulant bien faire, vous avez commencé à dire, il ne faut jamais, je dis bien jamais dénigrer. C'est pour ça qu'on dit, le sang est plus épais que l'eau. Dénigrer, c'est la sœur ou bien le cousin ou le papa auprès de son mari. S'il a un problème avec un parent, il finit d'expliquer. Toi, ton devoir, c'est de dire, vraiment, vous devez vous réconcilier. C'est ça. Toujours aider dans le sens dans le sens de la réconciliation. Et ne pas aller vraiment dire, maman, je veux que tu te réconcilies avec... Non. Va te réconcilier avec ta mère. Tu le laisses responsable, que ce soit la fille, face à ses liens de parents. Parce que si tu t'interposes et que dans les écarts de parole, il y a un moment d'échauffourée, tu vas assumer. Assumer. Ça va rester. Ça sera plus indélébile que le fils avec sa mère, bien sûr. Alors, Blanche et Dietrich, ne bougez pas surtout. On va poursuivre cette conversation dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici où l'émission continue. Aujourd'hui, on parle de la belle famille, comment gérer la belle famille. Et nous sommes avec Blanche Bossouma, coach matrimonial, et Dietrich Assa, épouse Kofi. Alors, juste avant de partir en pub, je vais revenir un peu sur les valeurs qu'on doit créer quand on est monsieur, madame et tout, et que la belle famille doit pouvoir comprendre. Mais c'est surtout celui dont c'est la famille envahissante, c'est lui qui doit aller parler à sa famille. Mais ça, c'est quand tu as des personnes qui sont responsables. Si tu as un mari, par exemple, qui n'est pas du tout responsable, qui n'a pas envie de parler avec sa belle famille, qui comprend ce que sa belle famille dit, qui dit c'est pas grave, tout ce qu'ils disent là, c'est bon. Il a vu sur Facebook récemment. Il ou elle, d'ailleurs. Il ou elle, voilà. On a vu sur Facebook récemment la femme qui demandait un conseil parce que le frère à son mari veut qu'elle lave ses habits, elle lave ses trucs, et puis elle ne veut pas. Donc voilà, pas là entre monsieur et madame. Ça là, qu'est-ce qu'on fait? On est lavé habits. C'est-à-dire que quand le conjoint ne t'aide pas à mettre les limites, en fait, à créer des limites. Raison pour laquelle, quand on se marie, on a toujours des témoins. On a des témoins. Et les témoins doivent être utiles. On ne choisit pas un témoin parce que nous sommes très amis. On choisit toujours un témoin qui a une posture d'autorité sur notre couple. C'est-à-dire, si une femme doit prendre un témoin pour son mariage, il faudrait qu'elle prenne une femme qui a de la maturité, ou l'homme également. Et quand il y aura ces genres de disputes, faire intervenir les témoins qui pourront faire asseoir le mari pour lui expliquer clairement qu'une femme ne doit pas laver les dessous de son beau-frère. Ça, c'est vrai qu'en le disant à son mari, il peut trouver que c'est
c'est pas bien grave, mais en faisant intervenir une personne étrangère pourra expliquer. Parce que parfois, les hommes, quand ils sont dans leur posture d'homme, de chef de famille, ils se disent que madame n'a rien d'autre à m'apprendre ou elle n'a pas de quoi à m'imposer. Ouais. Mais en entendant certaines recommandations ou certains conseils de personnes qui ont une influence sur nous, c'est sûr que le mari pourra prendre des dispositions, comprendre la gravité des faits. Dietrich, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une situation dans votre couple, peut-être un conflit, dans lequel vous avez dû faire intervenir un témoin parce que vous étiez en porte-à-faux avec votre belle famille? Non, non, pas du tout, mais c'était une fois on s'était disputé. Voilà. Et là, c'est papa, mon père, voilà, et il a dit, bon, que ce soit la première et la dernière fois. Ah, il a quand même mis son... Oui, il a tapé sur la table, il dit que ce soit la première et la dernière fois. Si vous avez des soucis entre monsieur et toi, je ne veux pas être impliquée. N'appelez même plus quelqu'un, soit moi ou personne. Essayez de régler ça entre vous deux. Parce que le plus souvent, le fait de faire intervenir plusieurs personnes, ça crée encore d'autres problèmes. Voilà. Franchement, ça gâte. Ça gâte. Non, mais c'est vrai, en fait. Donc, lui, il a dit de ne pas l'appeler, d'appeler voilà, il a dit que ce soit la première et la dernière fois, ne m'appelez plus. Essayez de régler ça. Rester neutre aussi par rapport à ça, parce qu'après, si jamais on fait intervenir le père ou la mère, après, il peut avoir une mauvaise opinion. C'est une erreur du gendre ou bien de la belle-fille. Et puis ne plus l'aimer, finalement. C'est une erreur à ne pas commettre. Impliquer les parents, c'est-à-dire les ascendants, papa, maman et même frères et sœurs dans le règlement de nos conflits. C'est vraiment pas conseillé. Parce qu'après, même quand vous réconciliez, il y a cette image-là qui peut être biaisée et qui reste. Et le papa, par exemple, lui, il aime sa fille. Il souhaite que son mari même soit un homme extraordinaire. Et quand tu exposes les faiblesses de ce monsieur-là, demain, quand il le regarde en tant que beau-fils, c'est un cliché qui est biaisé. Et même si après le beau-fils se rattrape, il y a le message qui est resté. La mémoire. Donc, c'est mieux de prendre une personne étrangère. C'est pour ça que j'ai dit témoin. Un témoin vraiment bien réfléchi, une personne mature, mais pas vraiment appeler les copines, les frères, les sœurs. Non, c'est vraiment interdit. C'est pas conseillé. Franchement, ça, là, il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais vraiment m'appuyer sur des expériences, des choses qu'on voit tout le temps. Parce que comme je le disais avant l'émission, nous, par exemple, nous trois, on a la chance d'avoir de très bonnes relations avec nos belles familles. Mais on connaît beaucoup de gens, comme j'ai une amie qui est très proche, qui a ce problème-là et qui est en train de divorcer à cause de sa belle famille. Parce que elle a fait intervenir les personnes dont tu parles, le témoin, et ci et ça. Mais le monsieur, là, c'est sa maman d'abord. C'est-à-dire que même quand il doit faire l'anniversaire de leur fils, là, il faut que lui, il aille demander à sa maman c'est quel endroit elle choisit, qu'est-ce qu'elle fait et tout et tout. Ouais, mais la fois dernière, le pire même la fois dernière, c'est qu'elle était enceinte. Il lui a acheté une voiture parce qu'il y a eu des histoires, il ne voulait pas prendre la voiture. Elle allait au travail. Même le gardien du travail lui dit donc toi, ils ont payé une voiture pour toi, tu n'es pas conduit. Ça veut dire qu'il a dit à tout le monde. Ah, c'est même pas que la belle famille. Oui, c'est-à-dire qu'il dit à tout le monde, il parle. C'est un monsieur papato. Mais quand c'est comme ça, là, elle fait quoi? Ma chérie, excuse-moi, mais il a dit pour toi. Dans ce cas c'est pour ça qu'on dit on ne se marie pas parce qu'il faut se marier, il faut avoir de la maturité. Oui. Cet homme-là a une certaine immaturité. Et cette immaturité-là s'est transposée dans son couple. Avoir une épouse et dire tout ce qu'on a dans son foyer, c'est peut-être qu'ils vont arriver au divorce, peut-être. Mais j'espère qu'à la longue, il va comprendre, il va avoir la maturité pour comprendre que quand on aime sa femme, on fait des choses de façon privée et on n'est plus rattaché à ses parents. Parce que dans le domaine de l'éducation, comme je disais, entre autres, si les enfants étaient surprotégés, s'ils ont été traités comme des bébés, c'est-à-dire le monsieur, il n'est jamais mature, il n'est jamais responsable. Donc, quand il est à la maison, il se dit toujours, il faudrait que maman valide, c'est ça. Et déjà, ce sont des indices que pour la femme qui doit se marier, quand elle voit que le monsieur est toujours, il faut que maman approuve, Soit ils doivent se faire accompagner pour comprendre que là, il n'est plus dans un système de papa, maman, enfant, mais plutôt mari, père, époux. Donc, tu sais que Dietrich a eu une histoire pareille? Justement, en fait, il y a une parenthèse, en fait... J'ai un bébé de 6 mois qui s'appelle Faith, merci. Donc, quand elle est née, on essayait de trouver un prénom, tout et tout. Et j'avais trouvé un prénom. Et il fallait trouver la signification des prénoms parce que j'ai dit, on ne donne pas les noms. Oui, des noms comme ça, bien sûr. Voilà. Et il y a un prénom, je lui ai dit, oh non, chérie, ce prénom, on ne doit pas donner parce que vraiment, ça donne telle signification. Il dit, non, comme lui, il a choisi le prénom là, on y va, il va donner le prénom, tout et tout. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Du moment où l'un des prénoms que j'ai choisi fait figure dans le nom, il n'y a pas de souci, donc vas-y. Donc il est parti pour l'extrait et le soir il revient, il me remet l'extrait et je vois que le nom qu'il n'a pas voulu accepter au départ, se retrouve, voilà. Non, en fait, le nom qu'il voulait se retrouve
plus sur les stress. Je dis, mais le prénom, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, voilà, je veux... Ma maman. Donc, du coup, bon, elle a dit, effectivement, ce prénom-là, c'est pas trop intéressant, la signification. Puis en plus, c'est un vieux nom. Donc, il fallait l'approbation de la maman. Justement, j'ai dit, là. Justement. Et là, on s'est chamaillé sur 30 minutes. Et puis, bon, après, on a laissé tomber. Il dit, mais donc, du coup, pour moi, tu n'as pas voulu écouter. Il a fallu l'approbation de l'extérieur, bien de... Avant, OK, d'accord, j'ai compris. Mais bon, après... C'est un peu ça. C'est des cas isolés, en fait. Est-ce que c'est des conseils? Parce que je pense que ça commence à aller, non? Avec, il passe moins de temps avec sa famille. Comment est-ce que vous avez pu arriver à ce stade où il vous met en priorité ou bien il passe plus de temps avec vous? Maintenant, je pense qu'il a compris parce que, bon, en toute chose, c'est pas avec la force, c'est tout doucement, voilà. Donc, je lui dis par moment, OK, tu vas, mais de temps en temps, pense à moi, rentre un peu tôt pour qu'on puisse vraiment avoir un petit temps à nous deux parce que vraiment, du lundi au vendredi, on travaille. Et souvent, moi, même les week-ends, souvent, quand j'ai des petits gambos, comme on les dit en grippe, je vais pour faire certaines choses. Donc, du coup... Il y a le petit aussi. Oui, il y a la petite. La petite, pardon. Ouais, c'est une petite fille. Donc, essayons de créer un temps pour nous deux. Parce que plus on s'éloigne, plus chacun est ancré dans ses activités, plus l'amour diminue. Et je ne veux pas que l'amour puisse diminuer. Bien sûr. J'ai pas envie que ça diminue. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière. Tout à l'heure, on a parlé avec vous, Blanche, du fait qu'il faut jamais aller directement vers son beau-père ou sa belle-mère et lui dire ce que tu as fait là, ça m'a pas plu. Il faut plutôt passer par le conjoint, par l'époux ou par l'épouse, qui va transmettre le message et peut-être être un peu plus diplomate et le faire, et ça va mieux passer. Et si jamais on a fait l'erreur de se dire « Ah, c'est bon, on s'entend bien, je vais lui dire la vérité », je parle d'expérience parce que l'exemple est beaucoup trop spécifique. Et qu'on l'a fait, et qu'effectivement, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, ça a créé des tensions. Parce que la personne l'a très mal pris. Comment est-ce qu'on pas revient en arrière, mais comment est-ce qu'on assainit la relation pour que ça puisse aller mieux? D'accord. Dans ce cas de situation, il faut toujours passer par son époux. Lui transmettre l'information comme quoi, par manque de délicatesse, j'ai pas respecté l'ordre. Et passer par son époux pour demander pardon. Et quand il va aller présenter les excuses, déjà, le parent va accepter les excuses et après, la femme pourra venir ensemble maintenant, venir officiellement par un présent. On dit les présents inclinent le cœur des rois. Par un présent, par un déjeuner, essayer de resserrer les liens. Tu veux les vieilles mères aiment cadeaux, de toute façon. C'est ça. Franchement, tu peux facilement acheter leur amour. Les vieilles mères aiment trop cadeaux. Faut avoir une casserole bien chic là. De beaux pailles. Ma fille, c'était rien, on est en famille. Oubliez ça. Maintenant, à part les belles-mères, il y a les belles-sœurs. C'est ça. Souvent, là, ce sont de vrais casse-têtes. Ah bon? Les belles-sœurs? Ah non, elles sont c'est compliqué, d'accord. Okay. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'entendre avec ses belles-sœurs? On peut vraiment s'entendre avec ses belles-sœurs, d'autant plus que les sœurs de son mari sont également ses sœurs. Donc, il faut les traiter au même titre qu'on souhaiterait traiter nos sœurs. Mais l'inconvénient, parfois, les belles-sœurs, elles sont toujours en train de regarder la petite belle noire. Et même parfois, elles font des rapprochements par rapport à leur relation et le comportement de leur frère. Mais comme j'ai dit, restez dans une posture conciliante et neutre. Conciliante et neutre. C'est-à-dire, même si la belle-sœur se permet certains écarts de langage, contiens-toi. Parce que moi, je dis, la femme a un pouvoir en elle. Le pouvoir qu'elle a réussi à pouvoir dire à Adam de manger la pomme, tant bien qu'il l'avait entendu. Dieu lui dit, ça a des problèmes. On a déjà des problèmes à cause de ça. On dit que tous nos problèmes, c'est à cause de ça. La femme a un pouvoir, le pouvoir de persuasion. Et il faut en être consciente, il faut savoir l'utiliser. La femme a ce pouvoir-là. Et ce pouvoir de persuasion doit te permettre de pouvoir dire à ton mari, mon mari, tes sœurs me traitent très mal. Je voudrais que tu interviennes. Mais ne jamais, je dis bien vraiment au grand jamais, faire les choses de pas... Aller au front avec elle, en fait. Non, c'est pas vraiment conseillé. Parce qu'après, c'est sa sœur. Ouais. Demain, tu peux avoir une attitude qui ne sera pas, par exemple, honorable avec ton frère. Mais si tu sais que tu as déjà eu des problèmes avec tes belles-sœurs, assure-toi qu'elles vont te manger cru auprès de ton beau-frère. Elles ne vont pas te défendre. Elles vont dire, mais la preuve, on est avec nous-mêmes, elle a osé faire tant. Oh, si elles n'ont rien à dire de toi par rapport à une quelconque posture d'impolitesse, quand tu vas expliquer, tu vas dire, notre belle, elle est bien, on n'a jamais de problème avec elle. Et puis toi, tu la fatigues comme ça. C'est vrai qu'elles ne vont pas te défendre, mais elles n'auront pas de quoi dire pour pouvoir te rabaisser. Mais si tu as eu des problèmes avec elle,
même si vous avez ri après, tu as intérêt à ne plus faire d'histoire. Parce que le jour où il va dire, ma femme m'a créé un souci, elle va dire, OK, assois-toi, on va t'expliquer. On attendait ça. On va te dire. Non, mais après, souvent, on va te manger avec cru. les belles-sœurs, c'est pas forcément qu'il y a de la jalousie et tout. J'ai l'impression que surtout quand vous êtes proches en âge, parce que moi, je suis belle-sœur, j'ai 2 frères, et donc, souvent, elle veut forcément une camaraderie. Mais si vous entendez pas, ça ne clique pas, c'est pas souvent méchant, en fait. Tu veux dire pas trop de proximité. C'est juste que chacune fait sa vie. Pas, et puis chacune fait sa vie, mais souvent, ils vont prendre ça pour dire... Elle est trop hautaine. C'est ça, c'est pas grave. Oui, maintenant, après, moi, je veux parler du revers de la médaille. On a parlé de toutes les belles familles qui sont méchantes et tout ça. Mais quand c'est le contraire, c'est-à-dire, il y a ces belles familles-là. Et moi, c'est le cas, disons, disons, ma mère et tout ça envers mon mari et tout, qui sont tellement gentils, mais too much, quoi, trop. Et en plus, non seulement, ça crée ils sont beaucoup gênés et tout ça. Tu vois quoi, ça? Donc, je vais dire le contraire. On a parlé de ceux qui sont méchants, envahissants, et ceux qui sont à l'opposé, c'est-à-dire qui se gênent, qui sont trop gentils, qui font un peu trop. C'est culturel, je pense. Ouais. Tu veux dire qui ont peur Parfois, les parents sont fiers de leurs enfants. Surtout s'ils ont fait un bon choix ou s'ils aspiraient vraiment à ce que leur fils ou leur fille prennent un certain prototype de conjoint. Et quand surtout le conjoint rentre dans le critère, c'est vraiment l'épanouissement familial. Et quand on voit ce genre, on a envie de lui faire allégeance. Donc, laissez les parents jouer moi, je pense que c'est culturel aussi. Parce que toi, tu es Djoula. de quoi elle parle. Tu es Djoula, non? C'est pareil. Parce que moi, c'est pas comme ma maman vient chez moi à la maison. Elle ne peut même pas dormir. Elle veut partir vite. Elle dit non, je ne dois pas te déranger. La belle ne doit pas trop rester chez la fille. Elle dit oui, tu n'es pas censée dormir chez ta fille. Mais elle dit que si mon frère se marie, là, elle va aller s'asseoir là-bas. C'est avec vous qu'elle fait ça. Oui, c'est avec les filles, en fait. Avec les deux. Même avec les garçons, elle est pareille. Genre, tu ne vas pas chez tes enfants, tu ne veux pas les déranger. Je sais pas de quoi tu te plains, c'est magique. C'est bien, c'est très bien. Laisse tes beaux-parents s'exprimer. Et puis, c'est une grâce. C'est une grâce. Oui, je ne me plains pas, je demande, mais il y a le revers de la médaille aussi. Moi, je sais que par exemple, aussi au Niger, tu as beaucoup de pudeur aussi. Oui, bon, exactement. pas vraiment la génération de mes parents, mais surtout de mes grands-parents. C'était, voilà, ma grand-mère, je me rappelle, elle a dû venir 2-3 fois dans notre existence à la maison, mais tu la voyais pas en fait. Elle voulait pas embêter son gendre, elle voulait pas être là, elle était pas présente. Donc il y a les deux côtés. Alors, Blanche, donc revenons aux belles familles mauvaises là, parce que comme c'est ça qu'il y a beaucoup. C'est ça le sujet. Parce que si les belles familles sont gentilles, il n'y a pas de problème. Mais comment celles qui sont méchantes là, comment on les gère? Est-ce que vous pensez que les belles filles doivent accepter d'aller faire des corvées, de laver les assiettes? Parce que c'est ça qui se passe beaucoup. On dit que si tu veux faire, faut faire formation d'abord chez ta belle-mère et tout. Est-ce que ça, là, c'est bien? Je dirais que c'est plus d'actualité. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'avant, il y avait des choses qui sont utiles à transposer aujourd'hui. Mais aller se faire tester chez une belle famille ne garantira pas que ton mari va t'aimer. Ou il va prendre soin de toi, et que ton mariage sera épanouissant. Bien au contraire. Même quand tu pars chez ta belle famille, qu'on te maltraite, très souvent, le monsieur va se donner le droit de le faire. Parce qu'on dit toujours en psychologie, on donne toujours le droit à l'autre personne d'avoir une certaine posture haute par rapport à nous. Et quand tu vas dans une belle famille, que tu veux prouver que tu es la plus puissante des femmes qui fait le ménage, qui fait la cuisine en 30 minutes, demain, ne sois pas surprise qu'à la maison, ton mari t'exige qu'en un temps record, tu aies les mêmes attitudes, puisque tu as déjà prêté le flanc. Donc, être naturel possible. Si tu sais que tu peux aider, tu fais à la limite des forces que tu as, mais ne pas prouver que tu es une guerrière, tu es une warrior. Parce que demain, lorsqu'on va te devenir Cendrillon comme ça. Lorsqu'on va te confier toutes les tâches de la maison, tu vas te retrouver être une boniche. Excusez-moi du terme. Il ne faudrait pas que tu te plaignes. Parce que ce n'est pas le fait de plaire à ses beaux-parents qui va faire que ton mari va réellement t'aimer. Si ton mari doit plaire à ta mère, c'est que c'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. C'est le mari de ta sœur. Donc, même si ta belle-mère te voit comme une déesse, elle te vénère, ton mari peut ne même pas ressentir un quelconque sentiment pour toi et puis te mépriser. Donc, il ne faut pas tenir compte du regard de ses beaux-parents sur soi. C'est vrai qu'il faut rester neutre dans le cas des conflits. Il faut respecter, il faut rester humble, il faut rester vraiment soumise, il faut rester jovial, il faut créer toujours de la convivialité pour réunir la famille. Mais il ne faut pas se jouer, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas se jouer la maîtresse qui fait des choses extraordinaires pour éblouir toute la famille. Parce que vers la fin, si tu sais que on va peut-être pas y arriver toute la vie, en fait. Tu ne pourras pas tenir le
dans le temps. Et tu seras frustré. Et puis après, ça va réagir sur ton attitude par rapport à ton mari. Parce que lorsque les parents vont commencer à te traiter mal, tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à les dénigrer. Et c'est là qu'il va dire, mais qui t'a obligé? Surtout quand t'as pas obligé. Mais du coup, quand tu es trop gentil, quand tu es trop gentil, souvent, on a l'impression que tout le monde veut venir chez toi. C'est-à-dire que quand tu crées, voilà, quand tu es trop accueillant, tout ce que tu fais là, tout le monde du coup venir. Ah, mais celle-là, elle est bien, tout le monde s'en va chez elle. Donc, comment on trouve le juste milieu? C'est ça, donc il faut être la méchante. Mais il faut être bien, il faut être la méchante. Non, il faut pas être la méchante. Méchante, la personne ne va chez elle. En réalité, à part dire que t'es méchante, qu'est-ce qui va t'arriver? Rien. Non, je rigole. Une excellente épouse, c'est celle qui réunit toujours la famille, celle qui a la capacité de pouvoir créer des moments de joie, même des anniversaires, ne serait-ce que des petits moments pour réunir les deux familles, pour que les liens se resserrent. Donc, il faut garder cette convivialité, parce qu'une épouse qui réussit à réunir tous les membres de sa famille chez elle, c'est une bénédiction. Et puis, en dehors de ça, elle crée des sujets de conversation avec son mari, et puis, ça resserre les liens. Ça resserre les liens, le respect. C'est-à-dire, même quand le couple peut ressentir des difficultés, pour une expérience, entre parenthèses, que je vais partager, moi, j'ai ma grande soeur avec son mari, je suis très complice avec eux. C'est-à-dire, son mari, je suis pratiquement sa petite sœur. Et à un moment, ils traversaient des difficultés, ils ne sont pas arrivés à me le dire. Mais comme on était très proches, je l'ai ressenti, je leur ai porté un coup de main. Mais c'est-à-dire, le monsieur étant là, il a dit, je ne t'ai pas demandé, j'ai dit non. Comme je sais que nous sommes proches, raison pour laquelle j'ai senti le besoin en moi de vouloir vous aider. Donc, le fait de créer une convivialité va vous protéger aussi de beaucoup d'intempéries. Mais en même temps, comme j'ai dit, garder ses limites dans la maison. Et avoir le blason. Créer le blason. C'est-à-dire, dans notre maison, et même dans le blason, on peut même prévoir qu'une personne ne doit pas venir dépasser 2 mois dans notre maison. C'est une causerie vraiment saine. Et là, donc, par exemple, la personne commence à avoir 1 mois et demi, déjà commencer à préparer à faire les courses. Ah, comme tu vas bientôt, il y a des manières subtiles. Donc, on va préparer ton voyage, tout ça. Déjà, la personne va comprendre que, OK, le voyage... Il voit qu'elle dépasse les limites de l'hospitalité. Il faut fixer... La personne va dire, il ne faut pas te fatiguer, je suis encore là pour longtemps. Et puis tu dis non, pas trop longtemps. Et puis la fille maintenant dit, ah mais tu sais que je suis avec mon mari, en étant toujours là, ça influence notre intimité. Donc maman, vraiment, sois contente. Toi, tu vis à quel Ce serait magique si on pouvait dire ça. En tout cas, ça serait magique si on pouvait dire ça. Genre, oui, tu sais quoi, c'est vrai que quand même, on aimerait bien se retrouver un peu. Oui, c'est moi, je vous empêche de vous retrouver. La belle-mère, peut-être. Non, c'est-à-dire que toi, la belle-fille, tu ne dis pas ça à ta belle-mère. C'est-à-dire le propre enfant qui s'occupe de ça. Et je pense que... Non, mais alors c'est ça que je suis en train de dire. Moi, je ne peux pas dire ça à ma mère. Impossible. Ah bon, il faut le faire. T'as pas au moment. Il faut dire autre chose, mais c'est pour dire. En tout cas, ton présence quoi. Non, il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve autre chose. Je sais pas c'est quoi. Mais... Franchement, moi aussi, je peux pas. Je peux pas dire ça à ma maman. Je peux pas. Je te dis la vérité. En tout cas, ça va finir en cocktail, tu vois. Les réactions. Attends, faut pas que je parle d'elle. Il faut oser le faire parce que finalement, si on se tait, que la personne se sent tellement bien, mine de rien, ça va influencer vos rapports, votre intimité dans la maison, votre manière même de communiquer. Parfois, par exemple, vous avez envie de vous prélasser dans le divan, maman est là, vous êtes assis comme des robots. Tout ça, donc, il faut... C'est vrai, il n'y a pas la même intimité. Ma maman, elle aime regarder Novelas. Quand on arrive dans la maison, là, il dit, ta maman au salon, il n'y a pas un ballon. L'environnement, au bout d'un moment, ça peut devenir compliqué. Donc, il faut oser dire. Et je pense que nos mamans ont vécu aussi des relations de couple. Et elles sont censées comprendre. C'est-à-dire, parfois, on se gêne, nous, les enfants. Or, les parents sont des adultes comme nous. Et c'est quand on est petit, on a ce rapport d'enfant à maman. Mais arrivé un moment, quand on a créé son système et qu'on est parents, on est au même titre parents comme nos parents. Donc, ils sont censés comprendre que le fait d'être toujours présent va détruire notre complicité à la maison. On sera comme des robots. Ou bien soit, on va entendre les conflits, les paroles peut-être frustrantes, blessantes, mais vraiment qu'on gère après. Mais la maman qui va entendre, elle va partir avec pour dire ma belle-fille insulte mon mari. Et puis, bon, ce sont des choses parfois qui sont tolérables. Donc, oser dire à ses parents, c'est pas insultant, c'est pas rabaissant, c'est pas hautain. Maman, vraiment, depuis que tu es là, j'ai plus d'intimité avec mon mari. Mais est-ce que vous êtes mariée, c'est pas pour jouer au dîner? À la marelle. J'ai voulu dire à la marelle. Est-ce que c'est pas pour jouer au dîner? Est-ce que c'est pas pour causer? Vous avez des moments de complicité, de sensualité, donc il faudrait que vous ayez votre maison à vous pour profiter au maximum. Et c'est sur ça qu'on va devoir terminer. Est-ce que vous avez un dernier mot, Dietrich?
Mon dernier mot, c'est juste dire aux belles filles, vraiment, c'est juste de trouver le milieu. C'est vraiment pas facile, rien n'est facile d'ailleurs. Voilà. C'est une famille, les familles se rencontrent. On dit on laisse sa famille, on vient, on épouse la famille de son mari. Donc, dans le cas où elle se trouve confrontée à de telles situations, qu'elle trouve juste le milieu, essayer de comprendre l'homme. Et comme Blanche l'a dit, il faut s'asseoir, discuter nous deux et on essaie maintenant de part et d'autre, chacun parler à ses parents pour dire voilà, ici, ok, mais il faudrait qu'il y ait des limites. Merci beaucoup Blanche Bossouma, merci Dietrich et merci à toutes les belles mères qui ont regardé cette émission-là. Franchement, c'est avec le cœur qu'on vous a parlé. On se retrouve juste après une page de pub. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Femmes d'ici. On a parlé de la belle famille aujourd'hui, comment gérer sa belle famille en cas de conflit, comment s'adapter à ces nouvelles relations. On veut avoir votre opinion sur la question, c'est un sujet croustillant, hein, vous l'avez peut-être vu. N'hésitez pas à réagir donc à travers nos pages Facebook et Instagram, donc mettez donc des commentaires tout en bas de la page Facebook de la nouvelle chaîne ivoirienne ou encore sur Instagram. On va à présent passer à notre chronique business où aujourd'hui Afou va nous donner quelques tips pour construire depuis le départ notre business plan. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce qu'un business plan, comment le constituer et pourquoi c'est un document essentiel pour tout entrepreneur. Donc la première partie, c'est d'abord qu'est-ce qu'il est? C'est un document qui présente le projet. Il décrit votre compagnie ou bien comment est-ce que vous opérez, vos services, vos produits. Et c'est ce document-là, quand vous devez contacter des personnes, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites, envoyez-moi un document. Il est prêt, il est disponible, vous l'utilisez à la banque. C'est vraiment un document que vous devez toujours avoir qui présente votre compagnie de manière quand même assez succincte. Et pas réduit au financement. C'est pas seulement réduit au financement, même pour des partenariats, même quand, par exemple, tu veux en parler à quelqu'un, quand tu veux recruter quelqu'un aussi, il faut qu'il sache un peu qu'est-ce que votre compagnie fait, comment est-ce que vous le faites, qu'est-ce que cette entreprise, ici la vision, la mission aussi est assez alignée avec la personne. C'est un peu différent de la présentation, parce que quand on entend business plan, c'est tout de suite la recherche de financement. Oui, c'est ce que les gens pensent, mais moi, je pense que c'est un document qui est aussi utile pour d'autres choses. Déjà, la structure que je donne est quand même assez globale. Quand tu dois faire la partie finance, par exemple, tu vas enlever certaines parties qui sont peut-être du fluff et tout, et rajouter un peu plus sur le revenu model et puis comment est-ce que tu veux utiliser ce financement-là. Mais après, si tu le constitues très bien, c'est un document, c'est comme un master que tu peux utiliser, tu enlèves d'autres, tu rajoutes d'autres. Tu peux l'adapter à la situation. En fonction de tes besoins. C'est exactement ça. Et donc là, je vais quand même détailler les parties clés de ce business plan et comment vraiment le constituer. Et après, c'est juste PowerPoint, quoi. C'est pas une science aussi compliquée que ça. Donc la première partie, c'est de décrire votre projet de manière très simple. Surtout qu'on en a des projets complexes, par exemple, je sais pas moi, un projet d'aviation et tout, les gens ont tendance à mettre des termes très techniques. Mais c'est un document qui doit être vraiment handy, qui va chez tout le monde et accessible à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser des termes simples et simplifier de telle sorte que si ta fille de 10 ans lit, elle comprend un peu ce que tu fais dans ton organisation. Donc, d'abord, votre projet, la structure, comment est-ce que vous faites vos activités? Le problème que vous essayez de résoudre. Et la plupart du temps, les gens pensent que c'est c'est un truc super compliqué. Mais par exemple, si je décide de vendre de la chiquée, c'est parce que les gens ont faim et qu'ils veulent manger entre midi et 2. C'est le problème que je décide de résoudre. Et la solution, c'est de vendre mon chiquée. Et donc, c'est de le faire de cette manière-là. Mais après, justement, et cette partie est très utile pour le financement, c'est de faire une étude de marché et de définir la taille de ce marché-là. Donc, et juste, ça aussi, je t'arrête un instant. Donc, généralement, les introductions qu'on fait, genre depuis l'an 15 avant Jésus-Christ, s'il exista une science, non, on ne fait pas ça. On met juste... Allez dans le concret. Le business plan, c'est un document très concret. Je n'ai pas besoin de connaître l'histoire de la tchéké, comment on coupe le manioc, tout ça. Après, si ça fait partie de tes process et que tu transformes la tchéké, très bien. Peut-être que ça fait partie de ce qui te fait des marques. Oui, mais si tu ne fais que vendre la tchéké, pardon, allons droit au but. Je vends de la tchéké, je vends à tel. On n'a pas besoin d'aller dessus la
préhistoire pour arriver à l'histoire de... Non. C'est bien ça, parce qu'il y a trop de gens qui font ça. Et la plupart du temps, on recommande entre 10 et 15 pages. Parce que 10 et 15, et quand je dis pages, c'est des pages de PowerPoint, donc c'est vraiment réduit. Et si tu veux dire en genre page Word, c'est peut-être 2 à 3 pages. Parce que les gens n'ont pas... Maintenant, l'attention des gens, c'est 2 à 3 minutes. Ils vont feuilleter rapidement. Donc, si tu ne vas pas droit au but et que je suis en train de lire l'histoire pendant 5-6 slides, d'ici la fin, moi, je suis fatiguée, je ne sais même pas ce que tu fais. Je n'ai aucune envie ou intérêt d'en savoir. Donc, les dossiers épais, c'est pas la peine. Donc, allez-y droit au but. Et quand je parlais tout à l'heure de l'étude de marché, c'est des chiffres importants. Par exemple, si tu es devant une école, c'est tellement simple. Il y a combien d'élèves dans cette école? Ils sont 1000. OK? Entre midi et 2, il y a 200 qui mangent à la cantine, il y a 800 qui sortent. OK? Après, il y a peut-être 400 qui vont, disons, à la locodrome. Il y a un autre, peut-être 300 qui viennent peut-être avec leur plat. Donc, tu as autour de 100 élèves tous les midis. Donc, ça, c'est la taille de ton marché. Quelle est leur, disons, combien ils dépensent en moyenne chaque midi? 300 à 400 francs. Donc, tu fais tes 300 à 400 francs multipliés par 100 élèves. Et donc, tu sais que tu te retrouves avec 30 000 ou un peu plus sur ce midi-là chaque jour. Et donc, tu calcules sur le mois. Et donc, c'est comme ça que tu calcules la taille de ton marché. Et comme ça, tu sais jusqu'à combien même tu peux gagner. Et quand tu vas vers la banque, on se dit, bon, si elle fait 30 000 par jour, donc dans le mois, on se retrouve à 900 000. Voici son revenu. Et c'est sur ça, maintenant, que tu peux avoir du financement. Des financements. Donc, c'est très, très important, non seulement pour toi, mais pour les personnes avec qui tu veux travailler. Quelle est la taille de ton marché et combien tu comptes gagner. D'accord? Donc, on a vu la taille du marché, on a le problème, on a la solution. Quel est mon revenu modèle? Comment est-ce que je marche? C'est-à-dire, quelles sont mes opérations? J'ai 2-3 employés qui grillent mon poisson, qui font ci, qui font ça. Je détaille ça bien, comme ça aussi, on sait, par exemple, clairement, quand tu vas avoir, par exemple, un cabinet, ils peuvent te dire, OK, peut-être tu peux faire ça de telle manière, il y a telle manière, comme ça, on peut facilement te conseiller parce qu'on sait comment tu fonctionnes. Et la dernière partie, c'est vraiment autour de le marketing et la communication. Comment est-ce que tu comptes faire connaître ton produit? D'accord. Quels sont, par exemple, le packaging que tu utilises? Est-ce que tu fais des promotions sur Facebook? Maintenant, le digital est une partie très importante de ça. Donc, tu définis un peu tout ça. Et puis après, à la fin, tu as fait tout ce document-là. Tu demandes clairement ce que tu veux. Si tu l'utilises pour aller demander du financement, bien sûr, tu dois avoir un tableau qui démontre voilà, combien tu veux lever et comment tu vas l'utiliser. Si c'est pour un partenariat avec quelqu'un, tu définis les termes de ce partenariat et comment ça va bénéficier ton activité. Et donc, il faut toujours quand même, à la fin du document, avoir une demande très précise qui définit, voilà, pourquoi je vous envoie. C'est cette page-là qui va finalement être spécifique pour une utilité spécifique. Oui, et après, tu peux même réajuster les différentes pages en fonction de ce que tu veux enlever ou bien que tu vas ajouter. Donc, voilà, en gros, disons, les étapes. Merci beaucoup, Afou. Quand c'est comme ça, ça a l'air tellement facile. C'est concret, mais c'est concret. Ben oui, parce que généralement, quand on dit businessman, on va chercher des spécialistes. Alors oui. En fait, on n'a pas besoin de spécialistes. C'est ça. Vous pouvez en avoir besoin si vous voulez un top-notch businessman, exactement. Exactement. HTS Partners, hello. Mais voilà, vous pouvez le faire, c'est accessible à tous. Accessible à tous. Merci beaucoup, Afou. Alors maintenant, on va passer au son qui met bien. Hein. C'est le moment de se détendre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la musique en ce moment? C'est le son qui met bien. Alors les filles, moi mon son qui met bien aujourd'hui, c'est pas ivoirien. Non, il s'appelle Taïk. Il est quoi déjà? Congolais? Taïk? Ah bon? J'ai pas envie de mentir, mais en tout cas, Afrique centrale. C'est possible, il a un visage d'Afrique centrale. Hey! Non, c'est pas le visage d'Afrique centrale. Non, visage de Fally Ipupa, tu vois, genre un peu, tu vois. Mais ils sont jolis en plus. Un peu quoi? Elle me dit carré. Je crois, hein, mais je suis pas complètement sûre. J'ai suivi la forme, t'inquiète. Et en fait, j'ai adoré cette chanson-là. Je pense qu'elle n'est pas récente, mais moi, c'est maintenant que je l'ai découverte grâce à TikTok. Et c'est N'y pense plus. Okay. Est-ce qu'on peut écouter? Si. Avant le zouk, et sa voix. Il a une belle voix. C'est cette voix qui donne des frissons. On me dit à l'oreille qu'il est camerounais. Bon, ok, pardon. Autant pour moi. Bon, pardon, Taïk. Désolée, je pense que... Mais vraiment, on s'excuse. Camerounais. D'accord, ok. Ses parents sont camerounais, mais il est né à Marseille. Bon, c'est qui cet expert? C'est qui me dit ça. En tout cas, sa voix est magnifique. Écoutez, on s'excuse des informations. Ouais, c'est super. Okay. Alors moi les filles, le son qui me met bien en ce moment, c'est il fait partie du dernier album de DJ Khaled, qui est sorti, d'ailleurs qui a fait une grande campagne sur les réseaux sociaux avant de sortir son album. En plein Ramadan, il priait dessus. Je me suis même dit, est-ce qu'il nous fait un gospel version islam? C'est pas vraiment que des thèmes liés à la religion, non, c'est même pas des thèmes liés à la religion, mais par contre il y a beaucoup de positivité dedans. C'est vrai que c'est un peu son dada en général, mais c'est vrai que c'est un peu l'idée de l'album. Et cette chanson en particulier, c'est avec Her
Migos. Si c'est les gens là qui ont financé ton clip, tu peux pas faire subtil. Non, mais l'argent, tu il y a crois des que gens souvent c'est pas une affaire d'argent. Oui, mais c'est juste que tu n'as pas envie de Oui, mais il y a des dépenser gens qui le font, mais de manière... Pourquoi il y en a qui le font et il y en a qui le font pas? Mais c'est marketing, tu as besoin de plus d'argent. Moi, c'est même si j'ai 20 millions, je vais pas aller pour mon argent pour faire mon clip. Je vais juste prendre l'argent de quelqu'un d'autre. C'est comme quand Dadju te fait clip avec Fanta et puis il boit, on dirait. Oui, mais il a jamais bu doucement. Fanta, là. Genre, tu vas, tu cours et puis après, là, tu bois. Mais genre, il y avait les déposer noms, les bouteilles sur la plage Et comme puis le ça. truc, c'est qu'on dit à la caméra, allez, filme bien. Non, bref, c'était mon son du moment. Bref. Donc, les filles, moi, mon son qui m'aime bien, c'est un son de Kérosène. Vous savez que je choisis toujours les chansons ivoiriennes parce que ça m'aime bien, effectivement. Kérosène, il est Et bien. donc, oui, Kérosène, il est bien. Et tu vois, il a un zouglou un peu plus coupé, décalé, le beat. Et, voilà, c'est tu ça. vois, et les paroles, quand même, j'adore. Donc, c'est l'élu. Et genre, c'est pour dire que voilà, quoi. On est tous des élus. On est des élus, Choisis. on est bénis. Et puis, faut pas chercher à comprendre. J'adore le message. Pourquoi le soleil brille Brille sur sur la peau telle de ton personne. camarade. Attends, le soleil tourne. Il va arriver. retourne tout le temps, bien sûr. Justement, c'est ça, moi, Est-ce qu'on le peut message. écouter l'élu de Kérosène? S'il vous plaît. On n'a pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. En tout cas. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi, c'est le soleil brille. Malik Dramé. Appelez-moi l'élu. Là, il est bon. Hein. Il a une belle voix. Appelez-moi l'élu. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi l'élu. Et le clip Mon est problème stylé. avec Kérosène, quand il chante lui seul, ça marche. Oui. C'est bon. Mais quand il fait featuring avec quelqu'un d'autre, là, C'est pas chic. C'est pas Ah chic. bon? D'accord. Il a fait feat avec je connais pas ses feats, mais- Serge Non, je Beno. savais pas. Vous connaissez pas non? Oui, Parce c'est que ça quand le il fait problème. feat avec les gens, ça Ouais. marche pas. Ah, C'est que mais c'est il a pas- celui il a pas- le soleil brille. Ou alors, c'est-à-dire, c'est eux qui l'appellent pour faire les Oui, chansons. c'est ça. Donc, c'est peut-être, eux leurs je sais chansons, pas. tu vois. C'est eux leurs Ouais. chansons Sur lui, ça le Mais Sinon, c'est lui l'élu. Donc, là, le soleil brille sur lui. Si Dadju fait featuring avec toi, lui, il va te voler la vedette. Mais Dadju, c'est grave. Dadju c'est ne peut pas ne pas briller dans la chanson. Même Dadju, de c'est un plus. sorcier, hein. Non, non, C'est-à-dire Dadju, que tu vas l'appeler pour lui faire toi-même ta propre chanson. Quand lui, sa partie commence là, je suis dans sa bite, il est rien. Je sais pas si c'est parce qu'on a un truc avec Dadju, mais en tout Mais cas, sa dès voix- qu'il commence à chanter, je pense que c'est là même que les gens... Regarde le truc de Fally Ipupa qu'il a fait là. Dès qu'il commence, il a dit que le Moi, c'est ma frisson. meilleure partie. Et pourtant, Fally peut chanter. Ah, voilà, Fally peut chanter. Ouais. Fally a fini de faire. Bon, bref. Ouais. Et même Prochainement, ses on aura plein paroles, de Dadju, Dadju. les sonorités, il fait des trucs très catchy aussi que les gens reprennent. Tu sais, ça, Moi, ça reste en j'adore, tête. j'adore. Non, non, Ma oui. reine, là, c'est ma favorite. J'adore ces Non, chansons. Dadju, Non, est je génial. vais dire la séance aussi. C'est pas Bon, bon. les filles, on est très s'est mis enthousiastes. bien, en hein, tout on cas. s'est mis bien, effectivement. Mais il va falloir qu'on rende l'antenne. C'est l'heure. Alors, on vous dit, on vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle émission. On vous souhaite une très, très belle journée. À demain. Bye.